Donc à bien des égards, bien sûr, la remise en question de l'hégémonie occidentale est quelque chose de très positif. Mais d'un autre côté, ce défi ne peut être relevé que s'il s'accompagne d'une analyse théorique approfondie et d'une tentative de transformer les structures institutionnelles par lesquelles l'Occident exerce sa domination. Mais il existe un processus, du moins ici, dans lequel la montée en puissance de la République populaire de Chine, l'essor des BRICS et l'effet que cela a sur la capacité de l'hégémon à faire ce qu'il veut. Je suis d'accord avec vous. I agree with you. Let me put it this way. Permettez-moi de le formuler ainsi. L'existence des BRICS fait en réalité prendre conscience aux gens qu'une alternative est possible. Mais les BRICS eux-mêmes ne sont pas nécessairement cette alternative. Vous voyez, je pense que l'idée de dédollarisation, dans le sens où le rôle du dollar serait modifié et qu'une autre monnaie viendrait remplacer le dollar, n'est vraiment plus d'actualité. En fait, je serais opposé à cela. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de India and Global Left. Si vous découvrez l'émission, merci de liker, partager, vous abonner et commenter. Pensez également à devenir membre YouTube, à nous soutenir sur Patreon ou à faire un don, même modeste, via le lien ci-dessous. Sans plus attendre, je vous présente le deuxième épisode de la série de dialogue Prabhat Patnaik. Aujourd'hui, nous discutons de BRICS+, comme alternative à l'ordre mondial actuel centré sur l'hégémonie occidentale. Professeur Patnaik, si nous pouvions commencer avec vous. Vous avez exprimé des sentiments positifs quant à l'importance croissante des BRICS. Bien sûr, nous savons que les pays BRICS+, représentent collectivement un tiers du PIB mondial et 40% de la population mondiale. Plus de 40 pays ont exprimé leur volonté de rejoindre BRICS+. Pouvez-vous partager votre point de vue sur la question de savoir si vous considérez les BRICS comme une alternative à l'ordre politico-économique mondial centré sur l'Occident? D'accord, laissez-moi exposer mon point de vue de manière très claire et directe, afin que nous puissions ensuite aborder les nuances dans la conversation. Pour moi, cela représente l'un des grands bouleversements de ma vie, de l'époque moderne dans notre société. Je suis le produit, toute ma vie s'est déroulée, depuis ma naissance au début de la Seconde Guerre mondiale, sous l'hégémonie des États-Unis à de nombreux niveaux. Une hégémonie qui ne pouvait pas et n'a pas été remise en cause de manière fondamentale du point de vue économique. Oui, l'Union soviétique possédait des armes, et oui, l'Union soviétique représentait un défi politique complexe et sérieux. Mais en ce qui concerne le socle économique du système mondial, les États-Unis dominaient. Il savait qu'il avait prévalu, et le reste du monde, qu'il le reconnaisse explicitement ou non, devait admettre en pratique ce que je viens de dire. C'était une position dominante. Et c'est à partir de cette position de domination, et afin de la maintenir, que les États-Unis, sous la direction de M. Nixon et de M. Kissinger, ont cessé d'agir comme s'il n'existait pas de République populaire de Chine, s'y sont rendus, ont rencontré Mao, et ont ouvert, dans le langage d'un hégémon, la Chine au reste du monde. Ils n'avaient pas anticipé, ils n'avaient pas prévu que la Chine pourrait ou serait capable de se développer économiquement d'une manière comparable, et surtout à la vitesse historique à laquelle elle s'est effectivement développée.
Et ce malentendu, cette erreur de calcul au début de ce siècle dans lequel nous vivons, s'est avéré être un véritable bouleversement, c'est-à-dire dans la juxtaposition des nations, dans un monde composé d'États-nations. Je ne parle pas ici de la structure économique sous-jacente. Et par là j'entends, dans ma compréhension de l'œuvre de Marx, l'idée que la façon dont on organise la production dans une société repose sur la juxtaposition de l'employeur et de l'employé dans le cadre du marché, d'où découle ensuite l'exploitation, l'appropriation du surplus, sa distribution, et une société construite sur cette organisation. Cela n'a pas encore, à mon avis, été fondamentalement remis en cause, ni par la République populaire de Chine, ni par les BRICS en tant que collectif. Ce qu'ils ont remis en cause, c'est la domination économique de l'Occident, des États-Unis, mais aussi du G7, c'est-à-dire les États-Unis, le Canada, le Japon, la Grande-Bretagne, la France, l'Italie et l'Allemagne. Cela appartient au passé. Je ne pense pas que nous reverrons cela un jour. Et cela marque le déclin de l'Europe et de la branche américaine de l'Europe. C'est historique et cela aura des conséquences que nous ne commençons même pas à mesurer, parce que nous ne l'avons pas encore constaté ou nous ne savons pas encore ce que nous voyons. Mais quant au caractère fondamental de cela, avec la réserve que la structure employeur-employé, qui est selon moi le cœur du capitalisme, cela reste à remettre en question. Et si et comment les BRICS s'y attaqueront, cela reste, à mon avis, une question ouverte. Ce que je comprends de votre intervention, c'est que les BRICS représentent clairement le déclin de la puissance hégémonique des États-Unis, alors que, dans le même temps, nous n'avons pas encore assisté à une restructuration fondamentale de la production en particulier, mais aussi, dans une large mesure, de la distribution. Professeur Patnaik, si vous pouviez poursuivre à partir de là, et également ajouter vos remarques introductives sur la façon dont vous percevez l'émergence des nations BRICS+. Eh bien, je suis d'accord avec le professeur Wolff pour dire que les BRICS représentent un véritable changement décisif en ce qui concerne les relations de pouvoir internationales. Mais d'un autre côté, vous voyez, les relations de pouvoir internationales sont exercées, ou ont été exercées, par les puissances occidentales à travers un ensemble d'institutions, un ensemble de pratiques, un ensemble de fondements théoriques à ces institutions, et ainsi de suite. En d'autres termes, il s'agit d'une certaine vision de la manière dont l'économie internationale devrait être gérée. Je suis d'accord avec le professeur Wolff pour dire que la relation employeur-employé est quelque chose qui n'a pas été remis en question. La plupart des pays des BRICS, de toute façon, sont en réalité des pays capitalistes, y compris la Russie, et ainsi de suite. Mais d'un autre côté, je pense qu'ils n'ont pas remis en question les perceptions fondamentales qui sous-tendent les institutions dominées par l'Occident. Par exemple, si l'on regarde le sommet de Kazan, la critique la plus forte qu'ils ont formulée à l'encontre des institutions occidentales a été de souligner le manque de représentation du Sud global ou du tiers-monde dans les processus de prise de décision de ces institutions. Il ne s'agit pas seulement d'un manque de représentation, mais aussi d'une compréhension théorique fondamentale de la manière dont l'économie mondiale devrait être gérée, qui inspire ces institutions mondiales. Or, les BRICS n'ont pas formulé de critique à ce sujet. En d'autres termes, la critique des BRICS à l'égard des relations de pouvoir internationales existantes est quelque chose qui doit vraiment être approfondi. À certains égards, bien sûr, c'est une évolution très positive, car par exemple, il s'oppose aux sanctions économiques unilatérales qui n'ont pas l'approbation des Nations Unies.
Et ces sanctions économiques ont été utilisées par les puissances occidentales contre toutes sortes de pays récalcitrants, y compris même la Chine, en gelant leurs avoirs en devises étrangères. Nous avons vu cela se produire il y a longtemps vis-à-vis de l'Iran. Cela se produit actuellement vis-à-vis de la Russie. Et c'est un acte de brigandage international car après tout, cela va à l'encontre de toutes les règles du jeu, y compris celles du capitalisme. Donc le fait que les BRICS s'y opposent et que les pays des BRICS soient prêts à aller à l'encontre de ces sanctions encouragerait en réalité d'autres pays qui essayent de se libérer de l'hégémonie impérialiste à faire de même. Ils ne seraient pas dans une situation aussi désespérée si un groupe aussi important de pays comme les BRICS était prêt à ne pas leur imposer de sanctions. Donc, à bien des égards, bien sûr, la remise en cause de l'hégémonie occidentale est très bienvenue. Mais d'un autre côté, ce défi ne peut être relevé que s'il y a une analyse théorique approfondie et une tentative de changer les structures institutionnelles par lesquelles l'Occident domine. Nous nous trouvons donc actuellement dans une situation très particulière où certaines mesures sont prises, ce qui est positif, mais d'un autre côté, rien de vraiment décisif n'est encore tenté. Professeur Wolf. Oui, encore une fois, je suis tout à fait d'accord. Je l'aborderai dans la direction suivante, si vous me le permettez. S'il n'y a pas de remise en cause, dans le sens où, si je comprends bien le professeur Patnaik, s'il n'y a pas de remise en cause fondamentale de la relation employeur-employé, de ce qui constitue pour moi la structure de classe centrale du capitalisme, alors il n'est pas si surprenant que dans le système politique, on retrouve également une prise de décision effectuée par un très petit groupe de personnes au sommet de ces sociétés, impliquant souvent d'immenses risques sociaux pour la majorité de la population, y compris la mort causée par les bombardements, la guerre et tout ce qui s'ensuit. Et pourtant, c'est bien le principe du système international. Et les BRICS ne semblent pas vraiment changer cela. Ce qui change, c'est qui joue le rôle principal. Le désir d'inclusion exprime la volonté des élites des pays des BRICS de ne plus être subordonnées à celle de l'Occident. Et je suis d'accord, c'est une avancée considérable, qui est capitale à bien des égards que nous n'avons pas encore perçue. Mais j'y vois un lien. Si l'on ne remet pas en cause l'organisation de la production, qu'il s'agisse d'un petit groupe de personnes, du conseil d'administration dans le cas d'une entreprise, du propriétaire de l'entreprise, ou de la personne qui l'a fondée, peu importe en réalité. Un petit groupe de personnes prend les décisions concernant quoi produire, comment produire, où produire, et que faire de la production, tandis que la masse des gens doit contribuer à cette production, mais se voit ensuite exclue de ces décisions clés. Et ce schéma se reproduit dans le système politique, y compris au niveau international. Ces dynamiques se renforcent mutuellement à ce niveau de théorie fondamentale, dans l'orientation de base que le professeur Patnaik soulignait, et je pense qu'il a raison. J'espère que l'ampleur du changement au sein des BRICS encouragera ceux qui y sont impliqués en leur montrant ce qui peut être transformé alors qu'ils pensaient que cela ne l'était pas, afin qu'ils poursuivent et fassent preuve d'ambition pour changer tout ce qui doit encore l'être, pour rompre enfin non seulement avec l'hégémonie d'un seul, mais avec toute forme d'hégémonie. Professeur Patnaik, si vous pouviez répondre à cela. Mais permettez-moi d'ajouter une question, peut-être en lien avec votre argument selon lequel le BRICS Plus est incapable de proposer à la fois une alternative théorique et une alternative à la domination des puissances occidentales. Ici, je pense par exemple au FMI et à la Banque mondiale.
Si l'on réfléchit au pouvoir des institutions aujourd'hui, on pourrait dire qu'il y a eu des tentatives, comme la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures, par exemple, ou la nouvelle banque de développement au sein des BRICS. Votre critique est-elle liée au fait qu'elles sont simplement moins puissantes? Disons que leurs actifs s'élèvent à environ 50 milliards de dollars et 26 milliards de dollars pour la BI et la NBD, respectivement, contre environ 900 milliards de dollars pour le FMI et 360 milliards pour la Banque mondiale. Donc, tout le monde s'accorde à dire que ces institutions sont plus petites. Mais la critique porte-t-elle uniquement sur leur taille, ou est-ce parce qu'elles continuent à prêter en dollars, ou encore parce qu'elles n'ont pas réussi à traiter principalement la question du déséquilibre mondial? Pouvez-vous développer davantage sur ce qui aurait pu constituer une meilleure alternative en matière de finances, disons? Permettez-moi de le formuler ainsi. Nous avons une banque mondiale, et la réponse des BRICS à la Banque mondiale est de créer une banque alternative. Nous avons des institutions multilatérales dans lesquelles la voix occidentale est très dominante, et la réponse des BRICS est d'élargir cette voix, de donner essentiellement une représentation à la bourgeoisie du tiers-monde dans ces institutions. Il ne s'agit donc pas réellement de changer la structure, mais plutôt, disons, d'y introduire de nouvelles voix. Mais ces nouvelles voix ne sont pas nécessairement celles du peuple. Elles ne sont pas nécessairement celles des masses opprimées du tiers-monde. Permettez-moi de vous donner un exemple précis. Je ne parle même pas ici des institutions, mais prenons les théories. La question n'est pas de savoir si l'on accorde des financements aux pays du tiers-monde à des conditions plus avantageuses ou plus favorables. Le véritable besoin des populations du tiers-monde est de sortir complètement de l'hégémonie de la finance. Il ne s'agit donc pas d'obtenir des financements à de meilleures ou de moins bonnes conditions. L'objectif doit être de rompre avec l'hégémonie de la finance. Et cela nécessite plusieurs choses. Par exemple, une chose très évidente, d'ailleurs c'est ce que Keynes lui-même avait suggéré. Et il n'était pas un révolutionnaire en ce qui concerne ses opinions politiques. Actuellement, dans le système international, ce sont les pays déficitaires qui sont contraints de s'ajuster. Or, à l'époque, lors de la mise en place du système de Bretton Woods, il avait été suggéré que ce soit les pays excédentaires qui devraient être obligés de s'ajuster. Imaginez la différence. Si c'est le pays déficitaire qui doit s'ajuster, il le fait en réduisant son niveau de demande. La demande du pays excédentaire reste la même. Ainsi, en considérant les deux pays ensemble, la demande mondiale diminue. En revanche, si ce sont les pays excédentaires qui s'ajustent, alors ils augmenteraient leur demande globale. Et si elles augmentent leur demande globale, dans ce cas, en prenant les deux pays ensemble, la demande mondiale a augmenté. Si la demande mondiale a augmenté, alors l'emploi mondial aurait augmenté et la production mondiale aurait augmenté. Par conséquent, une chose très élémentaire est que les règles sont telles que les pays déficitaires sont contraints de s'ajuster. Et cela va fondamentalement à l'encontre du tiers-monde. Ils sont profondément endettés et doivent sans cesse adopter toutes ces mesures d'austérité, et ainsi de suite, ce qui fait en réalité baisser encore davantage leur niveau de vie. Donc le point est que l'on aurait pu s'attendre à ce que les BRICS, au moins, disent quelque chose à ce sujet, s'ils cherchaient à se présenter comme porte-parole des peuples du tiers-monde. Ainsi, je considère le développement des BRICS comme une évolution très positive. Bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec le professeur Wolf, mais d'un autre côté, ce n'est pas le genre de développement que j'aurais souhaité voir, car je voudrais une bien plus grande prise de conscience des pressions qui s'exercent sur les peuples du tiers-monde,
les pressions sur les vastes masses populaires, et pas seulement sur la bourgeoisie du tiers-monde. Professeur Wolf. Oui, pour moi, de la façon dont je vois les choses, en abordant ce sujet sous un angle légèrement différent, je constate, et cela tient peut-être en partie au fait que je me trouve ici à New York, donc dans une partie très différente du système mondial par rapport à vous, mais je constate ici aux États-Unis une conséquence de la montée des BRICS. C'est une conséquence de nombreux facteurs, mais parmi eux, l'influence importante est la montée des BRICS. Je suis donc en mesure de vous dire que la capacité de remettre en question le capitalisme en tant que système n'a jamais été aussi grande aux États-Unis, de mon vivant, qu'elle ne l'est aujourd'hui. Autrement dit, le public ici est plus réceptif que jamais à l'idée que les problèmes économiques des États-Unis sont exactement ce que le professeur Patnaik souhaite nous faire voir. Le public américain est aujourd'hui plus ouvert à ce niveau de critique qu'il ne l'a jamais été. Il y a une prise de conscience naissante, et c'est tout ce que nous avons, le début d'une conscience du déclin de l'Empire américain. Le fait de prendre conscience que c'est ce qui se passe a pour effet, du moins pour le moment, de permettre d'ouvrir l'espace ici pour la critique à la base même de toute la relation capital-travail, à savoir que ce n'est pas une manière acceptable d'organiser une société, et qu'une participation véritablement plus démocratique de la masse des gens à tous les niveaux de la prise de décision économique est l'alternative qui intéresse les gens. Je suis surpris de pouvoir vous dire cela à ce stade, mais je le peux. J'en suis ravi. Je ne le nie pas une seconde. Il existe un processus, du moins ici, dans lequel la montée en puissance de la République populaire de Chine, l'essor des BRICS, et l'effet que cela a sur la capacité de l'hégémon à faire ce qu'il veut, et que nous constatons de plus en plus en tant que nation, ont ouvert l'espace pour faire exactement ce que le professeur Patnaik souhaite voir se développer, ce que je souhaite également. Mais c'est en cours ici. Je ne peux pas vous dire si cela survivra. Je ne peux pas vous dire si cela durera et se répandra. Mais pour l'instant, c'est extraordinaire. Je pense que le point important que je devrais retenir ici est ce que dit le professeur Wolf, qu'il existe effectivement une perspective qui s'est développée, en particulier en Occident, à travers les BRICS, selon laquelle une alternative est possible et qu'une meilleure alternative est possible. Et même si nous n'avons pas une critique complète, même s'il n'y a pas eu d'interconnexion des principaux moyens d'organisation de la production et du commerce, il y a une prise de conscience émergente qu'un autre monde est justifié. Et je pense que c'est une bonne transition pour poser une question au professeur Patnaik sur la Chine, puisque le professeur Wolf l'a également mentionné. Je veux dire, il y a deux façons de voir la Chine au sein des BRICS. Un point de vue affirme que la Chine joue un rôle disproportionné. Elle représente environ 70% du PIB. Et un marqueur pour Greece et BRICS et du Guercent BRICS. Cela représente également la plus grande quantité d'actifs de réserve. L'argument avancé est donc que les BRICS, dans leur ensemble, ne sont pas si puissants. Beaucoup de ces pays enregistrent, par exemple, des déficits courants, et leur capacité à exporter du capital ou à proposer des formes alternatives d'investissement serait très très limitée sans la Chine. Voilà donc un ensemble d'opinions critiques à l'égard de la montée des BRICS. Mais un autre courant, selon moi, soutient que la Chine, précisément en raison de sa puissance, ouvre une possibilité alternative autour de laquelle d'autres pays peuvent se rassembler et réfléchir à une autre voie. Il ne s'agit donc pas d'une situation idéale où chaque pays aurait la même part, mais plutôt d'un leadership exercé par quelques pays
les autres se joignant à eux pour proposer une alternative meilleure à ce qui existe actuellement. Comment répondez-vous à ce type de débat? Je suis d'accord avec vous. Permettez-moi de le formuler ainsi. L'existence des BRICS fait en réalité prendre conscience aux gens qu'une alternative est possible. Mais les BRICS eux-mêmes ne sont pas nécessairement cette alternative. En fait, si je peux donner une analogie, dans l'un de ses derniers écrits, Lénine a écrit que la raison pour laquelle l'Union soviétique a survécu était que les puissances capitalistes occidentales étaient divisées. Même si elles ont effectivement attaqué l'Union soviétique ensemble, il y avait néanmoins suffisamment de désunion entre elles pour permettre à l'Union soviétique de survivre. Ainsi, dans un certain sens, le défi à l'hégémonie occidentale implique qu'il est désormais possible pour une alternative, pour une initiative audacieuse, de survivre. Mais d'un autre côté, cette initiative audacieuse n'est pas nécessairement ce que font les pays des BRICS. En d'autres termes, si l'on regarde la plupart des pays des BRICS, ils diffèrent beaucoup les uns des autres. Vous avez les Émirats arabes unis d'un côté, l'Inde, l'Éthiopie, l'Égypte, et ainsi de suite. Donc le fait est qu'ils forment un groupe hétéroclite de pays, mais simplement en étant un groupe distinct de l'hégémonie occidentale. Eh bien, ils ne sont pas tous nécessairement opposés à l'hégémonie occidentale ou prêts à s'exprimer contre elle. Je suis certain que l'Inde, sous la direction actuelle, ne le ferait pas. Même ainsi, le fait que ce groupe alternatif existe réellement ouvre la possibilité. Et bien sûr, il est vrai que la Chine en est le moteur. En fait, je pense que la plupart des gens s'attendent désormais à ce que la Chine joue ce rôle. Et c'est une source d'espoir majeure pour avoir une alternative, que l'on considère ou non la Chine elle-même comme l'alternative. Par exemple, lorsque le Sri Lanka s'est retrouvé endetté, la première question que tout le monde se posait était « Peuvent-ils se tourner vers les Chinois ?» De même, je pense que lorsque la question grecque s'est posée, avec l'arrivée de Tsipras au poste de Premier ministre, il est revenu sur les promesses qu'il avait faites lors des élections. He backtracked on the promises he had made in the elections. The question on everybody's mind is that couldn't he have gone to the Chinese? La question que tout le monde se pose est, n'aurait-il pas pu se tourner vers les Chinois? En d'autres termes, l'idée était que si l'on veut sortir de l'hégémonie occidentale, alors les Chinois sont là pour offrir une forme de soutien. Que l'on suive ou non le modèle de développement chinois est une question à part. Mais la Chine, par sa simple existence et par la force qu'elle a acquise, ce à quoi le professeur Wolf faisait référence, est désormais un pays qui offre réellement une source alternative d'espoir et de soutien, etc. Et je pense que la force et la capacité de la Chine rejaillissent sur les BRICS eux-mêmes. Je peux donner une illustration. Je suis en contact avec des personnes de plusieurs pays africains. Et dans ces pays africains, j'ai remarqué ces dernières années que l'existence des BRICS et de la Chine, et cela concerne des pays qui n'ont pas encore rejoint ou indiqué publiquement leur intention de le faire. Mais je peux dire, d'après les personnes que je connais, des gens de gauche, etc., que cela fait exactement ce que le professeur Patnaik a dit. Cela ouvre désormais un espace pour qu'ils puissent militer dans leur pays, avec leurs partis politiques et leurs dirigeants. Une façon de dire qu'il existe une autre voie qu'ils pourraient suivre. Vous continuez d'envoyer des missions à Londres et à New York pour obtenir des conseils, trouver des financements et conclure des accords pour le développement de ce pays ici en Afrique. Mais vous pourriez explorer une voie différente. Si vous envoyez plutôt la mission à New Delhi, Pékin ou São Paulo, vous auriez non seulement accès à d'autres perspectives d'avenir, mais vous pourriez désormais obtenir des financements que vous pensiez autrefois réservés à l'Occident
Et vous pourriez envisager des marchés d'exportation, peut-être ici, si vous obteniez cet investissement. Et les Chinois, en particulier, sont prêts à conclure ce type d'accord à plusieurs reprises. Cela change la politique à l'intérieur des pays africains, et à mon avis, cela va même au-delà. Oui, j'allais justement évoquer l'exemple africain. J'ai récemment interviewé l'économiste Charles Abou-Gray du Ghana et je lui ai demandé quelle était l'importance de la Chine. Et son commentaire allait exactement dans le même sens. La Chine a clairement apporté un élément supplémentaire de pouvoir de négociation pour la plupart des pays africains, même s'il a réaffirmé que les transformations fondamentales en Afrique doivent venir de l'Afrique elle-même, que ce soit par la formation de blocs régionaux ou par le renforcement national de l'État-providence et des industries locales. Je pense que je voudrais aborder la question de la nature et de l'ampleur de la mondialisation à laquelle il faudrait réfléchir dans le cadre de cette alternative, probablement menée par les BRICS, ou peut-être pas, car de nombreux aspects que le professeur Patnaik et le professeur Wolf vous soulignez ici incluent notamment l'incapacité des BRICS à aborder la question du déséquilibre, par exemple. On peut même ajouter à cela l'importance persistante du dollar, malgré les discussions sur la dédollarisation. En fait, une grande partie des prêts accordés par la nouvelle Banque de développement l'est en dollars. 90% des échanges commerciaux des pays BRICS+ se font en dollars. Au final, la question du déséquilibre demeure centrale. Ultimately, it comes to the question of imbalance. What scale of globalization are we looking for? À quelle échelle de mondialisation devons-nous aspirer? Professeur Patnaik, si vous pouvez en parler. Les pays du BRICS, devraient-ils considérer les BRICS comme une alternative dans le cadre d'une mondialisation limitée, c'est-à-dire une forme d'équilibre accru, équilibre dans le commerce et dans les flux de capitaux? Ou bien les pays du BRICS+, devraient-ils envisager les BRICS comme une alternative au paradigme actuel de la mondialisation, mais où l'alternative elle-même serait hyper mondialisée, avec d'énormes flux de capitaux provenant de la Chine ou, par exemple, de l'Iran, des Émirats arabes unis, de l'Arabie saoudite ou d'autres pays excédentaires? Ou devraient-ils plutôt envisager une mondialisation limitée? Non, en fait, je pense qu'au sein des BRICS, il y a certains développements qui sont assez intéressants. Par exemple, au sein des BRICS, il y a la mise en place d'un accord commercial bilatéral entre le Brésil et la Chine. De même, on assiste à la relance d'accords bilatéraux entre l'Inde et la Russie, du type de ceux qui existaient à l'époque de l'Union soviétique. Vous voyez, je pense que l'idée de dédollarisation, dans le sens où le rôle du dollar serait modifié et où une autre monnaie viendrait remplacer le dollar, est vraiment à écarter. En fait, je serais opposé à cela, car nous ne voulons vraiment pas d'un nouvel hégémon monétaire. Mais d'un autre côté, comme le disent les BRICS, je ne pense pas que les BRICS envisagent cela, mais les BRICS eux-mêmes affirment que les monnaies nationales devraient remplacer le dollar. Par là, j'entends que si vous avez davantage d'accords bilatéraux, par exemple, prenons l'accord bilatéral Chine-Brésil, où l'Inde pourrait conclure des accords bilatéraux avec d'autres pays. Or India could have bilateral agreement with other countries. That basically means that trade is done in... Cela signifie essentiellement que le commerce se fait dans vos monnaies locales, dans vos monnaies nationales dont les taux de change entre elles sont fixes. Mais d'un autre côté, s'il y a, disons, un excédent ou un déficit, alors cet excédent ou ce déficit est reporté et réglé de manière bilatérale, un partenaire identifiant les marchandises qu'il peut acheter à l'autre partenaire. Dans ce cas, le rôle de la finance disparaît en tant que tel. Vous n'avez pas besoin d'aller dans les banques pour financer les déficits et les excédents. Cela se produit parce que les déficits et les excédents ne sont pas automatiquement reportés ou résolus par des accords bilatéraux. Mais cela arrive parce que nous sommes dans ce monde du commerce multilatéral,
dans lequel le dollar est la monnaie dans laquelle les échanges ont lieu. In which dollar is the currency in which the trade takes place, and in order to get dollars, you have to go to Western banks. Et pour obtenir des dollars, il faut s'adresser aux banques occidentales, qui vous imposent alors des conditionnalités, et ainsi de suite. Donc je pense que toute l'hégémonie de la finance, l'imposition de conditionnalités, l'imposition de l'austérité, la servitude envers la Banque mondiale et le FMI, tout cela doit disparaître. Et je pense que cela ne disparaîtra que si, au lieu du multilatéralisme que nous connaissons actuellement, nous ne le remplaçons pas par une autre forme de multilatéralisme similaire, mais avec un autre pays comme hégémon. Il faudrait plutôt que nous fragmentions ce multilatéralisme en accords régionaux, accords bilatéraux, et ainsi de suite, où le rôle de la finance est minimisé. Mais les accords bilatéraux eux-mêmes impliqueraient un commerce beaucoup plus limité, n'est-ce pas? Parce qu'au final, s'il n'y a pas de mécanisme de recyclage, je veux dire, vous pouvez le dire. Je serais en faveur d'un commerce beaucoup plus limité. En fait, je ne vois pas pourquoi, car la croissance tirée par les exportations peut être contrebalancée par une croissance tirée par la consommation intérieure. Par conséquent, j'imagine une situation où l'on exporte dans la mesure où c'est nécessaire. Bien sûr, aucun pays ne peut être totalement autosuffisant. Vous avez besoin des biens d'autres pays et vous exportez vos propres biens. Mais votre marché de base ne peut pas être le marché d'exportation. Il faudra passer par une augmentation de la consommation intérieure. Or, pendant cette phase de croissance tirée par les exportations, en réalité, dans de nombreux pays comme l'Inde, qui sont considérés comme des réussites, les standards nutritionnels de vastes masses de travailleurs ont en fait diminué. Donc toute l'idée est d'élargir le marché intérieur. Et comme je le disais la dernière fois, si vous ne pouvez pas élargir le marché mondial dans un régime de croissance tiré par les exportations, cela devient simplement une situation où des pays comme l'Inde gagnent au détriment d'autres pays. Il serait bien préférable que les pays adoptent des politiques qui élargissent réellement le marché intérieur. Cela signifie essentiellement augmenter le taux de croissance de l'agriculture paysanne, relever les salaires des travailleurs, augmenter le salaire minimum, et ainsi de suite, ce qui reviendrait à adopter des mesures d'État-providence. Bien sûr, je ne m'attends pas à ce que les régimes existants dans les pays du tiers-monde, qui sont des régimes bourgeois, poursuivent cette voie. Mais je pense que ce dont nous parlons, la nouvelle conjoncture dans l'économie mondiale, ouvre des possibilités pour que cela soit suivi. Professeur, oui, je pense qu'il n'y a rien de plus important à mes yeux que ce que le professeur Patnaik vient de dire. Je veux dire, cela nous ramène à souligner que lorsque David Ricardo nous dit que le commerce international est une situation gagnant-gagnant pour tout le monde, et que nous regardons en arrière sur plusieurs siècles où un côté a beaucoup plus gagné que l'autre, et que nous continuons à enseigner ces absurdités, alors on comprend la sagesse de ces propos. Cela permettrait de rompre avec ces tendances à penser que l'on a réussi si son taux de profit est ceci ou cela, plutôt que si son développement social est ceci ou cela. C'est là l'erreur dès le départ. Oui, bien sûr, ce qui devrait se passer, ce n'est pas la spécialisation à cause du cadre dans lequel elle a lieu, car ce cadre appauvrit toujours une partie du monde et pas l'autre. L'astuce, c'est de rompre avec toute cette logique, de rompre avec la façon de penser capitaliste. Quand j'enseigne cela à mes étudiants, j'essaie de simplifier au maximum. Si vous maximisez le profit, vous maximisez le flux de revenus vers les bénéficiaires du profit. Pourquoi ne pas maximiser les salaires dans votre stratégie de développement, alors que ce serait manifestement la voie la plus démocratique? Il n'y a pas de réponse à cela. Le bourgeois reste là, vous regarde,
ne sait pas quoi faire. Ils ont intériorisé la maximisation du profit comme une sorte de code qui régit toutes les questions. Ce que la coopération entre les nations des BRICS rend possible, sans aucune garantie, c'est qu'une logique différente commence à trouver un environnement dans lequel elle peut se développer. Et l'une d'elles est la suivante. Pourquoi sommes-nous? Regardez la tournure qu'a prise notre conversation. Vous posez une question, à juste titre, sur le commerce. Puis le professeur Patnaik intervient et remet en question l'hypothèse de départ. Pourquoi devrions-nous commercer? Pourquoi cherchons-nous à maximiser le commerce? Quel est le but de tout cela? Et il ouvre alors la discussion. Nous pourrions avoir une logique différente, un objectif différent, une autre manière d'atteindre cet objectif. Et alors peut-être que nous n'avons pas besoin d'une monnaie hégémonique dans le monde. Et alors, peut-être que nous n'avons pas besoin d'une demi-douzaine d'autres choses que nous avons tenues pour acquises et qui ont entravé la gauche dans l'élaboration d'une alternative à un moment où le capitalisme est vulnérable. C'est un commentaire extrêmement utile, professeur Wolf. J'aimerais vous poser une question, puisque le professeur Wolf et le professeur Patnaik ont tous deux parlé de construire une conscience alternative. Et je pense que cela rejoint ce que nous faisons à travers ces petites plateformes. L'une des forces et des avantages du paradigme actuel dominé par les plateformes, c'est qu'il dispose d'énormes institutions de pouvoir qui contrôlent le savoir. Je veux dire, la quantité d'études que le FMI et la Banque mondiale produisent est tout simplement incomparable avec les quelques études que, par exemple, la Banque des BRICS réalise. Et il ne s'agit pas seulement du FMI et de la Banque mondiale. Nous avons aussi les universités occidentales. Nous assistons à une diffusion massive du savoir. Je veux dire, on peut se demander s'il s'agit vraiment de savoir, mais la diffusion d'informations par les gestionnaires de fonds spéculatifs, l'impact que des sociétés comme Citadel LLC ou même des agences de notation comme S&P, Moody's et d'autres exercent est considérable. Ma question pour le professeur Wolf et le professeur Patnaik, pour rebondir sur ce que disait le professeur Wolf, est la suivante. Il existe clairement une conscience naissante, encore informe, qu'une alternative est possible. Quel rôle des intellectuels organiques comme vous, faute d'un meilleur terme, devraient-ils jouer dans ce moment de contestation de la politique mondiale? Eh bien, si je peux répondre, une partie de la raison pour laquelle nous parlons des BRICS, c'est qu'ils constituent un élément qui ouvre de nouvelles perspectives. Avec toutes les réserves et les critiques qui sont justifiées et doivent être adressées aux BRICS, sans aucun doute, leur hétérogénéité, leur volonté d'accepter la plupart des règles du jeu, leur manque d'intérêt pour des critiques fondamentales du système économique existant, tout cela. Mais cela reste un facteur qui ouvre des possibilités. Permettez-moi d'en citer quelques autres. Oui, les universités occidentales font ce qu'elles ont toujours fait. Mais là encore, deux choses. Je suis moi-même issu du système universitaire occidental. Je suis en fait issu des universités d'élite de ce pays, où j'ai étudié, où j'ai été formé. La moitié de mes professeurs étaient des économistes lauréats du prix Nobel. Ils ont vraiment essayé de nous persuader que le capitalisme représentait l'accomplissement ultime de la race humaine. Et ils ont échoué, pas seulement avec moi, mais avec un nombre constant d'entre nous pour qui cela ne fonctionnait pas. Eh bien, j'enseigne toujours à la New School University à New York, que vous connaissez peut-être. C'est une université un peu différente, mais pas fondamentalement différente du tout. Maintenant, dans cette situation, j'ai remarqué la chose suivante. Mes étudiants, en très grand nombre, sont profondément bouleversés par ce qui se passe à Gaza, profondément bouleversés par le comportement d'Israël depuis octobre 2023,
Et ils remettent en question non seulement Israël, mais aussi les États-Unis, en tant que principal et unique soutien d'Israël, et essaient de comprendre ce que cela signifie. Et cela est aussi vrai pour les étudiants juifs que pour les étudiants non juifs. Et la tentative du gouvernement, tant sous Biden que sous Trump, de détruire, d'écraser, d'arrêter, d'emprisonner des personnes, de les expulser, et ainsi de suite, afin de réprimer l'opposition, alors même que les sondages indiquent qu'une majorité d'Américains ne soutiennent pas Israël. Cela produit le même effet. Permettez-moi d'être un peu audacieux. Je pense que ces aspects, parmi d'autres, du déclin de l'Empire et de l'hégémonie américaine, se conjuguent pour ouvrir un espace toujours plus large et plus profond au type de critique que le professeur Patnaik et moi-même avons passé notre vie à essayer de développer et de diffuser dans nos communautés respectives. C'est pourquoi vous percevez chez moi un optimisme que je n'avais jamais ressenti auparavant, qui a mis du temps à émerger, mais qui est désormais une conviction très forte de ce qui est en train de se passer. Professeur Patnaik, si vous pouvez ajouter quelques éléments sur les dynamiques émergentes dans le Sud global, en particulier. Car du moins en écoutant le professeur Wolf, l'une des choses qui me frappe, c'est que cette tendance n'est pas nécessairement présente dans de nombreuses régions du Sud global. N'est-ce pas? Car du moins en ce qui concerne les universités, il y avait auparavant une part beaucoup plus importante de, disons, faute de meilleurs termes, pensée économique hétérodoxe, n'est-ce pas? Mais nous observons aujourd'hui, tant dans les médias qu'au sein des universités, une sorte de montée de la pensée économique néoclassique et néolibérale, selon laquelle la privatisation est une bonne chose, etc. Et cela est lié à ce dont je parlais concernant la domination du FMI, des gestionnaires de fonds spéculatifs, et ainsi de suite. Je me demande quel est votre point de vue à ce sujet. Premièrement, vous avez posé la question, que devraient faire, selon moi, les intellectuels organiques en ce moment? La réponse, en une phrase à mon avis, est qu'ils doivent dire la vérité telle qu'ils la perçoivent, ce que la plupart des intellectuels ne font pas, car ils font ce que leur profession exige d'eux. Il existe une tyrannie de la profession. Si vous êtes économiste et que vous ne pouvez pas publier dans une revue réputée, ce qui vous prive donc de promotion, ce qui vous prive donc même d'une augmentation de salaire, c'est peut-être parce que vous défendez une position qui n'est pas à la mode. Donc, la chose fondamentale qu'un intellectuel organique ou toute personne qui est un économiste honnête ou un scientifique social honnête devrait faire, c'est dire la vérité. Maintenant, l'une des choses auxquelles je pense à propos de la question que vous avez soulevée, c'est que lorsque j'étais étudiant, l'économie néoclassique ou orthodoxe était en désarroi. La décolonisation avait eu lieu. Personne ne pouvait nier que l'Inde avait été exploitée par le colonialisme britannique pendant 150 ans. Il y avait donc toutes sortes de nouvelles idées qui émergeaient dans le monde de l'économie, et de même dans d'autres disciplines, si bien qu'il n'y avait pas vraiment de récit hégémonique à cette époque. Et cela était vrai même dans la diversité des points de vue qui caractérisaient l'économie et l'économie du développement. Mais je pense qu'à partir des années 1970, en prenant l'exemple du succès de l'Asie de l'Est, les 4 tigres, Singapour, etc., un récit a commencé à se développer, selon lequel il fallait ouvrir son économie. Toute cette idée que les gouvernements planifient l'économie, accordent des subventions à la population ou interviennent dans l'entreprise privée, a été présentée comme quelque chose de peu souhaitable. Et cela a bien sûr été renforcé par l'hégémonie de la finance et par le fait que la Banque mondiale et le FMI ont changé de rôle. À l'origine, ils n'étaient pas censés jouer les rôles qu'ils jouent aujourd'hui. Avec l'hégémonie de la finance, ils sont vraiment devenus en quelque sorte
les gendarmes de la finance internationale. Ils ont vraiment défendu les intérêts du capital financier international. Donc le point important, c'est qu'un changement a eu lieu. Ce changement avait plusieurs dimensions. L'une, bien sûr, était l'hégémonie de la finance. La seconde, c'est la tyrannie de la profession qui la perpétue. Je veux dire, vous savez, tous ces prix Nobel, par exemple, c'est un exemple de la tyrannie de la profession. Fondamentalement, on dit aux économies ou aux pays du tiers-monde, regardez, vous ne valez rien parce que les gens intelligents sont à Chicago et dans votre université. Et les gens intelligents de Chicago vous disent que le libre marché est très bon. Donc il y a une tyrannie de la profession, et je pense que ça joue un rôle très important. Mais je suis tout à fait d'accord avec le professeur Wolf pour dire qu'en réalité, le monde est en train de changer, comme vous le disiez, avec la colère des étudiants à propos de Gaza. Je n'ai jamais vu le capitalisme apparaître aussi moralement en faillite qu'il ne l'est aujourd'hui au cours des 50 dernières années. Et je pense que c'est vraiment... vous savez, il y a une crise économique, une montée du fascisme partout, du néofascisme. Il y a Trump qui détruit ou tente de détruire la pensée libérale dans les universités, qui attaque la gauche et les éléments libéraux. Et il y a ce génocide en cours. Chaque jour, on entend parler de dizaines de personnes qui meurent à Gaza. Donc je pense qu'à cause de cela, il y a une sorte de dégoût envers l'ordre existant qui grandit parmi les étudiants. Et je pense que ce dégoût est le point de départ de quelque chose de nouveau, en termes d'idées intellectuelles, etc. Je pense que dans les prochaines années, nous allons vraiment assister à un épanouissement, non seulement des mouvements populaires, mais aussi un épanouissement d'idées intellectuelles créatives. Professeur Wolf, nous aurons plus de temps pour en discuter lors du prochain épisode. Mais si vous pouviez répondre brièvement à la tyrannie des prix Nobel et à la manière dont l'industrie académique, en encourageant certains modes de production du savoir intellectuel, nous enferme dans ce monde capitaliste hyper financiarisé, ce serait formidable. Oui, eh bien, je n'ai pas grand-chose à ajouter à ce qu'a dit le professeur Patnaik. Le prix Nobel, vous savez, il n'est pas nécessaire de s'y attarder, mais il remplit sa fonction en faisant en sorte que tout le monde sache ce qui est considéré comme un bon travail et ce qui est considéré comme un travail mauvais ou sans importance. Absolument. Il célèbre l'idée que toutes les grandes réflexions sont menées par une poignée de chercheurs dans les mêmes institutions occidentales qui ont toujours été choisis, principalement aux États-Unis ou en Europe de l'Ouest. C'est transparent, c'est évident. Lorsque j'annonce à mes étudiants chaque année ce que je pense de la personne qui a remporté le prix d'économie, je leur rappelle que le don provient d'une personne qui a gagné l'argent du prix en développant la dynamite comme moyen de détruire un grand nombre d'êtres humains et qu'ils devraient garder cela à l'esprit. Ils rient tous. Ils comprennent tous ce que je dis. Personne n'est scandalisé. Je pense que tout cela s'estompe. Et je crois que, pour la première fois de ma vie en tant qu'universitaire ici aux États-Unis, le débat parmi mes collègues a changé. Le débat séculaire, cette conversation d'un ennui indescriptible sur la question de savoir si un peu plus ou un peu moins d'État est une bonne ou une mauvaise chose, s'il faut être keynésien ou néoclassique, comme si c'était là le vrai sujet de débat, apparaît aussi bancal, étrange et à côté de la plaque qu'il ne l'a toujours été. Lorsque j'introduis l'idée que nous pourrions discuter d'un système de production organisé de manière hiérarchique, le capitalisme, avec, comme alternative, une coopérative de travailleurs organisée horizontalement, ils me regardent tous et disent « Mais, cela n'a-t-il pas déjà été débattu ?»
Et je souris. Je laisse passer un moment, puis je leur dis, jamais, au cours de mon éducation, aucun professeur, à une exception près, lorsque j'étais étudiant de Paul Baran à Stanford il y a de nombreuses années, n'a soulevé cette question pendant le semestre. Mais jamais auparavant, et jamais depuis, dans toutes les universités d'élite où j'ai passé ma vie, personne n'a pensé que c'était une question intéressante. Aujourd'hui, j'ai l'opportunité d'en faire la question centrale, à une échelle que je n'avais jamais vue auparavant. Et je pense que c'est en partie grâce à la Chine et aux BRICS, et je tiens à le reconnaître. Nous allons nous arrêter là. Un grand merci, professeur Wolf et professeur Patnaik. C'était le deuxième épisode, consacré aux BRICS et aux possibilités d'un monde alternatif. Nous reviendrons le mois prochain avec le professeur Patnaik et le professeur Wolf pour approfondir l'histoire longue de la pensée économique. Comment les tendances dominantes se sont construites, quel a été leur rôle dans la restructuration des sociétés et quelles alternatives ont subsisté, parfois en marge et parfois au centre, en matière de réflexion économique. Merci beaucoup de nous avoir suivis. À bientôt. Merci. Merci. Merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Bonjour, je m'appelle Ayushman. Avec Jyotishman, nous avons lancé cette plateforme. Depuis 2 ans, nous essayons de créer du contenu pour les forces de gauche et progressistes. Nous avons interviewé des économistes, des historiens, des commentateurs politiques et des militants jusqu'à présent. Si vous avez apprécié notre contenu jusqu'ici et souhaitez que nous construisions une archive pour la gauche, j'ai 2 demandes à vous faire. Merci d'envisager de faire un don pour la cause. Le lien se trouve dans la description ci-dessous. Si vous ne pouvez pas le faire, ne soyez pas triste. Vous pouvez toujours aimer nos vidéos et les partager avec vos camarades. Enfin, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement. Don't forget to hit the subscribe button.